Bienvenue pour un nouvel entretien avec un entrepreneur. J'ai le plaisir d'accueillir Moustapha Baman, si ça se prononce correctement. Bravo. Tu marques un point là déjà. Voilà, que j'ai en plus le plaisir effectivement de connaître avant cette émission. Et alors, Moustapha, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ta société France Originelle, l'idée de ta boîte, et après on te demandera sur ton parcours et comment t'en es arrivé là. Ouais. L'idée de France Originelle, il est relativement simple sur le papier. Après, sa transcription sur le terrain était un peu plus compliquée. On aura l'occasion d'y revenir. Mais je suis parti d'un constat relativement simple. C'était que les sociétés françaises étaient très peu exportatrices, comparativement à d'autres pays européens, et que le gros paradoxe, c'est que le Made in France, globalement, c'est une valeur sûre, c'est une marque qui fait vendre. Par contre, les entreprises françaises, alors je parle pas des grands groupes de luxe, etc., ou d'automobiles qui sont présentes à l'international depuis Mathusalem, elles m'ont pas attendu, mais par contre, sur des structures un peu plus petites, des TPE, PME, des ETI, il y avait vraiment un savoir-faire qui n'était pas suffisamment valorisé. Et donc, l'idée pour moi, c'était de m'insérer entre une production et puis une demande présente ou à aller chercher en intermédiation pour faire passerelle entre ce savoir-faire français que je me charge de faire savoir. Donc mon slogan, c'est faire savoir le savoir-faire français. Et donc voilà, je suis parti de ce postulat-là. Et puis j'ai décidé de prendre quelques produits, quelques marques sur les marchés export. Alors principalement le Moyen-Orient et le Maroc. Alors me demande pas pourquoi, ça s'est fait un petit peu par hasard, à travers les pérégrinations, les machins, etc. Et puis c'est là où ça a mordu en premier et sur le plus long terme. Donc c'est sur cette zone-là que je me suis spécialisé. Et puis on aura l'occasion de venir aussi sur le modèle même de France Originelle. Mais l'idée première, s'il fallait résumer, c'était mon père était épicier. On dit souvent l'arabe du coin, alors qu'ils sont pour la majorité chulés. Les berbères. Dans mes parents sont, moi je suis né à Saint-Étienne. Et puis l'idée c'était de reprendre un petit peu cette formation, l'école du commerce, j'aime bien dire l'école du commerce d'épicier, pour pouvoir ensuite l'amener sur d'autres contrées en joignant un peu cette appétence pour le commerce avec des études en langue et en commerce international. Donc voilà. Ce qui explique très intéressant. Non, mais c'est très intéressant. Il y a plusieurs points là. Ouais, ce que tu viens de dire. Déjà, premièrement, école du commerce. La petite nuance, c'est pas l'école de commerce. Donc, tu as commencé. Donc, ça veut dire voilà, sur le terrain déjà. C'est ce qui a certainement un petit peu te donné cette petite flamme ensuite de te lancer. Là, pour le coup, après, je crois que tu as fait une école de commerce, je crois, dans le sud, vers Montpellier, quelque chose comme ça. Non, moi j'ai fait une fac de langue. Moi, j'ai fait ce que j'appelle les études du cœur, c'est-à-dire que j'étais passionné par les langues et j'ai suivi cette voie-là sans forcément me poser des questions à savoir être prof de machin, un truc. Puis j'ai fini par ce qu'on appelait à l'époque un DESS, un Master 2 en commerce international. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu as fait du commerce international à un moment. Tout à fait. D'accord, ok. Et donc, du coup, tu disais, alors grosso modo, l'idée, c'est qu'en gros, donc tu fabriques pas tes produits, c'est de dire voilà, il y a des produits français, il y a un gros savoir-faire en France qui manque d'exposition et par contre de savoir le vendre. D'ailleurs, ça c'est un point qui est super important quand tu vas à l'étranger. C'est vrai qu'on se rend compte qu'en France on est des bons ingénieurs, on est des bons producteurs, mais on a des grosses lacunes au niveau commercial. Et donc toi, tu t'es inséré entre les deux et tu as focus sur Middle East et un peu, comme on dit, un peu MENA, quoi, finalement, Middle East et un peu North Africa. Principalement pour le moment, le Maroc. Ouais. Tu sais, ce qui m'a intéressé, c'était j'avais le postulat de départ et c'est de savoir qu'est-ce qui faisait qu'une entreprise qui décide de se lancer à l'international, elle fonctionne ou elle fonctionne pas. Donc la première chose, de manière très empirique, parce que tu sais très bien que quand tu montes ta boîte, si tu commences à faire des études sur chaque produit, chaque pays, tu seras dans le cimetière, tu n'auras rien commencé. Donc l'idée, c'était d'avoir des grandes lignes directrices et puis de me dire fondamentalement qu'est-ce qui pêche les produits sont là. Mais qu'est-ce qui fait que nos voisins allemands ou italiens sont beaucoup plus performants, agressifs sur les marchés à l'export? C'est principalement ce que j'appelle les 3 L et c'est le cœur de mon métier, c'est logistique, législation et les langues. Et en fait aujourd'hui, très souvent, ce qui pêche aujourd'hui pour qu'un produit puisse être propulsé sur Dubaï ou le Qatar ou l'Arabie Saoudite ou le Maroc, c'est qu'il faut répondre à un cahier des charges qui est assez strict sur le plan législatif.
sur le plan réglementaire pour être sûr que la boisson que je propose, le macaron que je propose puisse voyager, puisse être dédouané, puisse être ensuite commercialisé, respecter toute la chaîne logistique et d'approvisionnement jusqu'à la mise à disposition du client, alors que ce soit dans le retail, enfin je vais essayer de parler en français, la grande distribution, que ce soit les secteurs CHR, café, hôtel, restaurant, ou que ce soit dans le domaine catering, notamment avec Qatar Airways, qui est un de mes clients aujourd'hui. Et avant de pouvoir proposer ne serait-ce qu'un produit, on ne parle même pas de le vendre, il y a tout un travail réglementaire de fond qui est extrêmement prenant. Souvent, je communique pas mal sur les réseaux sociaux, donc les gens pensent que 90% de mon travail, c'est des avions, les hôtels, la vie est belle. Je me plains pas, mais le gros de mon travail, c'est du tableau noir, c'est de l'Excel, c'est de la législation, c'est de la traduction, c'est du calcul, c'est de la considération juridique, c'est des calculs de change. Vraiment, c'est je vais couper mon téléphone, excuse-moi. Je t'en prie. Et voilà, et c'est vraiment ce travail ingrat. Qui rebute beaucoup de sociétés françaises, mais une fois qu'on a passé ces étapes, alors ça prend du temps sur certains produits. Moi, j'ai mis 3 ans à rentrer à Dubaï, 2 ans et demi. Alors, attends. Vas-y. Alors juste avant de justement que tu rentres dans ton expérience au Middle East, il y a un point que tu as dit d'entrée de jeu au début qui m'intéresse parce que moi je reçois souvent des questions genre oui, est-ce que tu as un exemple de business plan, est-ce que tu peux m'envoyer un format, et toi tu as dit voilà, moi j'ai lancé de manière empirique, j'ai pas fait des calculs, des estimations, des business plans sur du long terme, sinon j'aurais jamais décollé. Tu peux m'expliquer pourquoi concrètement, qu'est-ce qui te fait dire ça, qu'est-ce qui t'a amené cette réflexion, parce que tu as aussi beaucoup entrepris avant France Originelle et voilà. Qu'est-ce qui t'a ramené à cette conclusion? C'est simplement la réalité de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de limites en termes de ressources financières et humaines. Et puis, alors moi, j'ai démarré France Originelle d'une page blanche. C'est-à-dire que j'avais pas de contact, j'avais pas de fournisseurs, j'avais pas de clients, j'avais rien du tout. Je suis parti de cette espèce d'inspiration, d'illumination, je sais pas, appelle ça comme tu veux, qui m'a dit il y a quelque chose à faire. Après le comment, il y avait 10 000 manières de le faire. Donc, si moi, je devais travailler sur chaque scénario pour tel produit, faire un couple produit-marché, j'en aurais eu pour 10 ans. Donc, il y avait beaucoup d'interrogations et l'idée, c'était de prendre un risque qui soit relativement mesuré, ça c'est important, pour pouvoir dire on va faire du test and learn, c'est-à-dire qu'on va y aller de manière empirique, structurée, mais empirique, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des fournisseurs qui me contactent et qui me disent spontanément mon produit, est-ce que je peux le vendre là-bas? Alors déjà, je leur dis c'est quoi là-bas? Parce que l'Arabie Saoudite n'est pas le Qatar, qui n'est pas le Koweït, qui n'est pas les Émirats. La grande distribution n'est pas. Donc déjà, on essaie de débroussailler ces fantasmes qu'on peut avoir sur Dubaï. Voilà, ils pensent que les gens sont archi-millionnaires et qu'ils sont prêts à payer la bouteille de flotte à, bon, c'est vrai dans certains coins, à 150 €. Et c'est un peu dépoussiérer toutes ces images d'Épinal qu'on peut avoir sur le Moyen-Orient. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une part, comment je vais te dire ça, d'intuition qui est pas palpable, qui est irrationnelle. Et c'est cette espèce de lumière, qui m'a fait continuer. Alors, je suis passé par des stades très très compliqués, comme beaucoup d'entre nous qui avons entrepris des choses, plein de doutes, mais j'avais cette flamme, cette foi, cette voix, peut-être que un peu à la Jeanne d'Arc, qui me disait non, continue. Et voilà. Et alors, à la différence que quand tu montes un business, par exemple en local avec des customers, des clients que tu reçois au quotidien, c'est relativement facile d'ajuster ton offre. Oui. Quand tu es sur des process extrêmement longs où tu vas avoir 12 mois, 9 mois, 10 mois, enfin ce que tu veux pour pouvoir enregistrer, faire un test et que ça marche pas, et ben là il faut avoir le courage de reprendre et de se dire là je me suis planté, sachant que je suis une très petite structure, je suis une TPE et ça me va très très bien, et que derrière en termes de financement j'ai pas l'appui d'une multinationale qui pourrait me dire on a un projet à 3, 4, 5 ans, mais en même temps j'ai l'agilité, j'ai le savoir-faire, en toute humilité, qui me permet de me positionner en intermédiation. Comme je suis dans des produits français, mais à un moment donné, il faut, je veux dire, si tu veux tout rationaliser sur un business plan, de toute façon, même sur une activité commerce de proximité, ton business plan, il est déjà caduque à partir du moment où tu l'as imprimé, parce que la seule réalité que tu vas voir, c'est tes charges. Et encore, si tu n'as pas de mauvaise surprise. Tu vois ce qu'on veut dire. Et après, les produits, ils vont venir, voilà, moi, je fais des process extrêmement longs de décision. Là, on démarre un nouveau produit sur le Maroc, ça fait 11 mois, alors qu'on est d'accord globalement, ça fait 11 mois avant même d'avoir envoyé la première commande test. Et le plus dur commence maintenant,
Parce que le juge de paix, au final, c'est qui? C'est le client. Si le client il adhère au produit, tant mieux, on a travaillé et puis on en récoltera les fruits. S'il n'adhère pas, c'est peine perdue. Ou s'il faut rajuster, on repart sur un cycle de remise en question et puis on essaie de réadapter notre offre. C'est pour ça qu'il faut avoir les reins solides dans ce cas-là. Juste avant, tu t'as dit, moi j'ai le savoir-faire. Est-ce que tu peux nous dire justement, parce que c'est toujours, tu vois, la face cachée de l'iceberg, parce que parfois, et souvent les gens ils s'arrêtent à que ce qui est visible, mais ils ne voient pas, comme tu as dit, les difficultés, l'historique qui a ramené en fait étape par étape à une situation actuelle. Quel est ton parcours professionnel, là pour le coup, non plus académique, mais professionnel, parce que tu as entrepris déjà en réalité. Certes, tu as fait l'école du commerce avec ton père, mais entre-temps, ensuite, tu as mis en pratique avec plus ou moins de succès et donc tu as acquis de l'expérience professionnelle, entrepreneuriale. C'était quoi? Oui, alors si tu parles de l'expérience de manière générale ou l'expérience simplement… Les business, ouais, voilà. Ouais, principalement, alors, je moi, pense. j'ai un parcours salarial, j'ai un parcours salarial qui m'a amené à mettre en pratique un certain nombre de choses, à découvrir des domaines dans le domaine de la logistique, dans le domaine du retail pour enfants. Et puis, alors, j'ai eu pas mal d'expérience, mais rapidement, je me suis senti un petit peu, j'aurais dire, à l'étroit dans le salariat, parce que cette école du commerce, elle a semé en moi une graine, mais qui a germé très rapidement et qui a fait que très rapidement, je me suis retrouvé à l'étroit, même si j'avais des conditions, des fois matérielles relativement confortables, mais j'étais pas vraiment épanoui. Et clairement, si j'ai monté France Originelle, alors bien sûr, la finalité, c'est de gagner d'argent, mais si j'avais voulu gagner vraiment de l'argent rapidement, je serais resté dans ma zone de confort en tant que salarié. Donc c'est aussi la volonté pour moi de m'épanouir à travers des choses qui me faisaient vraiment kiffer, qui me faisaient vraiment plaisir, et de me dire j'ai pas de barrière, j'ai pas de limite, si tu veux, que tu peux avoir des fois quand tu es dans un carcan salarial un peu rigide, a fortiori français, hein, des fois bon, on a un petit peu un plafond de verre. Et je me suis dit, non, moi je vais essayer de m'affranchir de ça. Si mon père, qui est né au Maroc, qui est arrivé en France sans savoir parler qui parle un français très approximatique, comme dirait l'autre humoriste, il y est arrivé à force de courage, d'abnégation, nous qui savons parler je ne sais combien de langues, qui maîtrisons notre environnement culturel, juridique, entrepreneurial, avec des amortisseurs, des filets de sécurité si jamais ça se passait mal. Je me suis dit, on n'a pas le droit de pas tenter, au moins de faire aussi bien qu'eux. Alors après, la réussite, c'est quelque chose d'extrêmement… il faut un alignement des astres. La période d'avant-crise n'est pas la même qu'aujourd'hui, si tu veux, là. Mais au moins en termes de principe et d'état d'esprit, moi, c'est ça qui m'a vraiment nourri à travers un exemple au quotidien qui était farouchement attaché au travail, à l'honnêteté. Pour ça, quand je dis l'école du commerce, c'est une honnêteté, mais sans faille, une intégrité, un respect de la parole et le savoir-faire, si tu veux, il était déjà là. Le savoir-faire en termes de commerce. Moi, je suis un très mauvais commercial, mais j'ai la prétention d'espérer être un bon commerçant. Pour moi, il y a une différence fondamentale entre les deux. On va en discuter à l'envie, mais un bon commerçant est forcément bon commercial, et un bon commercial n'est pas toujours bon commerçant. C'est-à-dire que toi, tu dis qu'il y a peut-être des valeurs personnelles, humaines qui font la différence? Bon, aujourd'hui, en toute humilité, ce qui me permet aussi de durer, c'est que les gens me font confiance. Quand je donne ma parole, j'essaie. Alors, je fais des erreurs, il m'arrive d'oublier comme tout à chacun. Mais voilà, quand je donne à un client, je dis écoute, Carrefour, dans tel pays, on va démarrer de manière exclusive ou semi-exclusive ou avec des conditions privilégiées. Je tiens à mon engagement. Si je dis avec un client, je dis écoute, pendant un certain temps, on va mettre le paquet sur toi pour faire en sorte que tu assures la distribution sur ton territoire géographique, même si j'ai des demandes et ça arrive. Je tiens ma promesse et franchement, c'est ce qui te permet de durer. D'accord. La réputation, c'est quelque chose qui se détruit en quelques minutes et qui met des années à se construire. Et je dis souvent que alors c'est quoi la formule que j'avais trouvée un jour? C'était en matière de business, soit ta réputation elle te devance, soit ta notoriété elle te précède. En gros, elle te lâche pas. Si t'es quelqu'un qui est connu comme étant un loustic, on va parler de toi avant même qu'on te colle. Et inversement, si t'es quelqu'un qui a une relative bonne réputation, généralement, quand on parle de toi, ça en détermine le jeu et ça ouvre déjà beaucoup de portes parce que le business, c'est que de la confiance, tu vois.
Eh ben, dis donc, là, ça commence super fort, plein de leçons de vie. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis. J'ai noté un point aussi qui est très fort dans ce que tu as dit. C'est vraiment ce que j'essaie de relayer un petit peu, c'est de dire tout simplement, voilà, nous, on vient en général, les immigrés de seconde génération, c'est-à-dire nous et encore plus de troisième génération, on vient de nos parents qui avaient beaucoup moins de moyens que nous, qui avaient beaucoup plus de difficultés. Et pourtant, ils sont arrivés, ils se sont battus avec leurs moyens pour pouvoir atteindre leurs objectifs. On a l'obligation de faire au moins la même chose, minimum, faire autant aussi bien. Ouais. En tout cas, on a une obligation de moyens. Alors après, c'est compliqué parce que tu sais, tu as des phénomènes de déclassement social qui sont très difficiles à accepter sur le plan personnel. Hein. Tu fais des études d'ingénieur, tu galères à trouver un travail, tu n'accepterais pas forcément de récurer les chiottes ou d'aller faire un travail de manard à l'usine. Nos parents étaient plutôt dans une perspective ascendante pour beaucoup. Ils venaient de contrées lointaines, de la pampa marocaine, algérienne, tunisienne, subsaharienne, chinoise, ce que tu veux. Donc, si tu veux, ils partaient d'une misère relativement forte. Et pour eux, globalement, c'était une situation de confort, c'était une situation de progression. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu es issu de la deuxième ou de la troisième génération. Et si tu arrives et que tu te bats, mais que tu fais, entre guillemets, au moins sur le papier aussi, enfin, moins bien que tes parents, ça peut être difficile à accepter. Mais il y a aussi des freins qui sont de l'ordre de psychologie qui sont énormes. Enfin, c'est ça. Non, mais c'est ça. Moi, quand je dis faire aussi bien, c'est déjà en termes de détermination et de motivation. T'imagines un petit peu d'aller traverser, par exemple, la Méditerranée quand tu n'as aucune connaissance culturelle, aucun lien pratiquement familial. Parce que nous, on peut s'expatrier à Dubaï. Globalement, tu as le bagage, tu maîtrises le français, tu peux apprendre. Moi, je dis souvent, c'est comme si demain, on nous disait, va t'expatrier au Kazakhstan, ou je sais pas où, tu maîtrises ni la langue, ni l'alphabet, ni rien du tout, ni le code culturel, et puis globalement, tu vas commencer une nouvelle vie à 25 ou 30 ans. Donc, et encore, on serait quand même encore plus avantagé parce que on sait lire, on sait, tu vois, ça serait compliqué, mais on serait encore plus avantagé que ce fut le cas, que ce fut pour le parent. C'est juste que quand tu es dans ces exemples, ça permet un peu de toucher. C'est ça, on s'en rapproche, on va dire. Et la difficulté, tu peux t'en rapprocher. Après, voilà, tu ne sauras jamais exactement quelle est la souffrance et quelle est comment on appelle ça, les galères qu'ils ont traversées. Voilà, il n'y a qu'eux qui puissent en parler et le rapporter. Absolument. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça doit être une source de motivation pour nous pour transmettre le relais et garder cette motivation. Et donc toi, tu as entrepris juste avant France Originelle, tu as lancé plusieurs business. Et qu'est-ce qui t'a ramené concrètement à France Originelle à te dire ok, parce que je crois que tu as eu une expérience dans tout ce qui était distribution alimentaire. Et ensuite, pourquoi tu as fait le déclic et pourquoi tu t'es dit tiens, je vais basculer sur France Originelle? En fait, si tu veux, alors par ordre chronologique, j'avais aussi travaillé sur un concept de restauration rapide assez haut de gamme sur Paris. Puis dans la foulée, l'idée c'était parce qu'il y a une succession d'opportunités qui se sont présentées, sachant que moi en ligne de mire, j'avais quand même la partie exportation. Décidément, attends, je vais couper aussi WhatsApp. Désolé. Et j'avais en ligne de mire ce projet pour l'export. Simplement, il faut un certain alignement des astres qui était plus disponible à l'instant T pour le commerce de distribution dont tu parles à Saint-Étienne, parce que voilà, ça s'est fait à ce moment-là. Mais l'export, ça restait pour moi le projet d'une vie, parce que globalement, c'était de se dire, est-ce que je suis capable, moi, petit de chez les petits, de pouvoir prendre le drapeau français et d'aller le mettre dans un certain nombre de pays, alors sans arrière-pensée colonialiste ni rien du tout, mais c'est de dire, voilà, est-ce que je peux être un bon VRP de mon pays, parce que, in fine, moi je suis français, je suis né à Saint-Étienne, je revendique clairement mon attachement à ce pays que j'adore, même si il se passe des trucs des fois qui sont difficilement compréhensibles. Mais voilà, je suis de culture française, je parle le français, je suis en logiciel français, et si tu veux, l'adaptation, la double origine, la double culture qui est la mienne, je pense que ça peut être qu'un atout pour pouvoir, tu vois, faire preuve de flexibilité et aller comprendre l'autre qui se situe dans des contrées lointaines et savoir comment je peux m'adapter pour lui proposer un certain nombre de produits ou
ou service. D'accord. Enfin, j'ai Ok. pas inventé le fil à couper le beurre, hein, voilà. Ouais. C'est Tu du- as sélectionné des produits et tu t'es dit, tiens, je vais les mettre en avant et je vais les proposer et je vais rentrer dans les différents canaux de distribution de ces pays. Et concrètement, quand tu t'es lancé là-dessus, quelles sont les plus grosses difficultés que tu as rencontrées finalement pour pouvoir de passer de l'idée à l'action? Bah, la plus grosse, alors il y avait la question des moyens, mais pour moi, elle était secondaire. Je vais dire l'une des plus grosses difficultés au démarrage, c'était de trouver des producteurs. Ah, c'est vrai? Ah, j'aurais jamais imaginé. Enfin, je pensais que Bah, c'était pour parce que, percer le marché Middle East, moi, je alors, pensais. si tu Pour veux, avoir les bons contacts. ouais, si tu veux, ça, c'est la phase 2. La phase 1, avant de pouvoir présenter un produit, il faut qu'il puisse être présentable. Est-ce qu'on a la capacité de mettre des étiquettes en arabe, de faire l'adaptation, de changer le packaging, etc. Alors au démarrage, quand tu arrives et que tu présentes ça à un fournisseur, ils sont Mhm. tous enthousiastes et puis ils te disent tous super, on y va. Après, comme on est sur des temps relativement très longs, hein, on est sur plusieurs mois, sur plusieurs années. C'est pour ça que quand tu parlais du business plan, bien malin, celui qui te dira Mhm. quel mois de quelle année tu vas démarrer avec tel ou tel client dans telle région. Tu n'en sais strictement rien. La seule chose, moi, qui, je pense, fait ma force, c'est que je suis pugnace, je lâche rien, je vais Mhm. au bout, et puis même quand l'interlocuteur il change, je reviens à la charge, même quand le produit ne plaît pas, on essaie d'adapter. Donc, si tu veux, il y a énormément de paramètres qui déjà, en France, font que le business est extrêmement long. On est sur de l'humain aussi, donc il faut faire face à des volte-face, à des changements de personnes, à des changements de stratégie, à tout ce que tu peux imaginer. Et mon métier, c'est un petit peu, si tu as fait du foot à l'époque, c'est comment on appelait ça, tu sais, l'exercice où tu dois faire un sprint ultra rapide et puis tu récupères pendant, non, c'est pas du cadencé, j'ai oublié du fractionné, je crois que ça s'appelait. Fractionné, ouais. Ouais, tout à fait. Fractionné, voilà. En gros, c'est ça. Et l'export, c'est une succès. Sauf que les fournisseurs français, pour un certain nombre, euh, comme une espèce de magie d'Aladin, j'avais écrit un article sur LinkedIn qui était, je t'invite à le lire, tu vas rire. Ils se disent qu'ils ont fait un travail pour pouvoir adapter leurs produits aux contraintes réglementaires, législatives en France, et comme par Mhm. magie, et ben sur un marché à l'export, et ben ils devraient s'astreindre de cette démarche-là. Et très souvent, quand tu leur dis, bah, écoute, ton produit peut trouver un débouché, alors déjà, ils te disent combien, ce qui est normal, parce qu'ils aspirent tous à avoir un retour sur investissement. Ouais, Je ne suis bien. pas capable de leur donner, parce que, encore une fois, je ne suis pas magicien, tu vois, j'adore le café, mais je ne sais pas lire dans le marc de café. Tout à fait. Mais c'est de dire, il y a un certain nombre de choses à apporter en termes d'adaptation pour pouvoir essayer de rentrer sur un marché. Au début, l'enthousiasme est là, puis quand tu commences à envoyer des échantillons, tu commences à faire une adaptation, qu'il se passe énormément de choses, mais qu'à la fin, tu n'as pas encore fait de commandes, et ben, tu en as beaucoup qui disparaissent dans la nature. Et Ouais, l'une des difficultés pour moi, c'était vraiment celle-là, et c'est la d'accepter, première. faire accepter qu'on était sur un marché, enfin sur des marchés extrêmement longs, mais que si on prenait le temps de bien faire les choses, on avait la possibilité de s'inscrire dans la durée sur des marchés où le Made in France est une valeur vraiment forte, Ouais. vraiment. Ouais, ouais, qui est très, très, très reconnu. Donc ça, c'est côté fournisseur. Et ensuite, côté client, là, c'était une autre paire de manches quand même, je pense. Ouais. Bah, C'est-à-dire pour avoir il faut être hyper flexible, hein, il faut être hyper agile sur plein de choses, super souple. Là, tu connais le Moyen-Orient, tu as Ouais. côtoyé le pays. Il y a beaucoup de. Alors, il y a des gens c'est comme partout, il y a des gens extraordinaires, il y a des gens hyper farfelus, il y a des gens qui n'ont pas de pouvoir de décision, mais ils ont un gros pouvoir de nuisance, donc il faut aussi composer avec. Il faut souvent aller savoir qui est le vrai décisionnaire derrière les titres, tu vois, les Mhm. managers, directeurs, etc., mais qui d'ailleurs n'ont même pas le pouvoir pour aller acheter du papier toilette pour. Tu vois, donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut essayer d'appréhender. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, hein. Vraiment, moi, c'est un job qui m'a appris que. Faut pas avoir trop d'ego hein, quand tu Pardon. faut pas avoir trop d'ego quand Pas tu vas du tout. vendre. Ah non, si t'as un ego, enfin, faut pas faire ce. Moi, je pense déjà que c'est un ego, faut arrêter le commerce. C'est Ouais. pour moi c'est difficilement C'est peut-être pour compatible. ça que c'est peut-être pour ça que nous les Français on n'est pas très très bons en commerce. Mais On est plus bon pour la production. c'est une réalité parce que l'une des difficultés qu'on a, c'est qu'on a effectivement ce drapeau qui, en termes de qualité sur le plan plus C'est reconnu. gastronomique, est une valeur reconnue. Ben, on a un peu tendance à s'endormir sur ses lauriers en pensant C'est que ça. c'est à eux de s'adapter. Ben non, tu vas chez eux, donc c'est à toi de t'adapter. Et moi, je me plie à des contraintes des fois. Et le fournisseur me dit, mais je comprends pas pourquoi. Je dis, écoute, c'est bête et méchant. Les services douaniers te demandent ça.
on fait, on pose pas de questions. Mais sur des choses, je pourrais te raconter des anecdotes, mais certaines à pleurer. Eh Mais ben, ouais, bah, raconte-moi ta pire anecdote et peut-être celle la plus marrante aussi. non, enfin, La l'une des pire, la plus Une des plus stressante, la cocasses, c'est quand, ouais, alors je ne vais pas citer le pays, ouais, j'ai une gamme, j'ai une gamme de macarons, je pense que tu le sais, ouais. euh, on avait développé, enfin le fournisseur avait Ils sont développé une appétissants d'ailleurs, hein. Ouais. qui avait Franchement, je crois que je vois les photos, hein, entre ça et, et les boissons là, non alcoolisées là. ouais. Alors c'est vrai qu'en termes de produits, je suis pas rentré, donc aujourd'hui j'ai une gamme Oui, de fromage exact. bio, j'ai le petit béret, gamme sans alcool, j'ai des jus et nectar. Patrick Fonte, gamme vraiment très qualitative. J'ai les macarons, les cannelés. Je fais aussi de la charcuterie de bœuf Ah salaison oui. française, halal forcément pour les pays du Moyen-Orient. Et je fais aussi des huiles du Périgord, mais vraiment une Ah, tuerie. Et je crois que j'en oublie un, il va me tuer. t'as pas de pâtisserie, hein, à part macarons. Et les cannelés, pardon, les cannelés C'est de cannelé. Bordeaux. Merci, tu l'avais dit, le cannelé. Voilà, je l'ai dit. Ouais, tu l'avais dit. Voilà. Après, si Ouais. tu veux, moi, dans mon modèle, j'ai pas vocation à avoir un portefeuille trop large parce que je vais vraiment faire du sur-mesure sur l'approche, encore une fois, sur le bridge, le pont fournisseur-client. On y Tout va à fait. tranquillement, on rentre sur un pays, puis une fois que c'est fait, on essaie C'est d'entrer bien. sur un deuxième, etc. Et je sais que, voilà, enfin, Un bon début. Après, une produit. fois que tu as une relation forte, tu peux ensuite insérer. Exactement, exactement. C'est la stratégie. Voilà. Du coup, j'ai perdu le fil Oui, sur c'était l'anecdote cocasse. l'anecdote. Bah, oui, c'était par rapport au macaron. Euh, Mhm. Ça avait été fait avec le champion du monde de cocktail. Donc, tu sais, ce sont des gens qui sont toujours un peu très créatifs, on va dire ça comme ça. Et puis, ils avaient décidé d'appeler un parfum Litchi Bikini. Me demande pas pourquoi. C'était sûrement par rapport, enfin, tu Ça vois, sonnait bien. au côté frais, etc. Et tout. Et puis, D'accord. on a envoyé les produits en Arabie Saoudite. Sauf que le douanier savait, quand il a vu Bikini, il a dit: ah non, ça ne me plaît pas. Alors qu'il n'y avait rien de, il y avait rien de lié aux vêtements, c'était juste Ah, non. une création artistique et tout. Voilà. Donc, et puis finalement, ça a fini à la poubelle. Tu Ah, vois, le produit il est pas passé ou je pensais qu'il allait me dire ça, vous avez changé de nom. Non, même pas. alors, D'accord. enfin, on a évité cette référence-là, si tu veux. Ouais, Euh, mais vous avez. mais sur cette expédition-là, c'était bon. Dieu merci, c'était un envoi d'échantillons, mais les colis ont fini à la poubelle. Ah, vraiment, littéralement. Je pensais que tu disais. Ah, ouais, d'accord. Je pensais que c'était juste. Ah, ouais, ouais, effectivement. Ouais. Donc, D'accord. Mais du coup, vous avez été quand même payé. C'est-à-dire que lui, il les a pas consommés ou pas du tout. Il a annulé la non, commande. une fois, si tu veux, bon, là, c'était pas une commande, hein, à proprement parler, donc c'était l'envoi Ah oui, d'échantillons. c'est Ça coûte relativement l'échantillon, d'accord. cher à envoyer en produits Ah frais, oui, bien sûr, c'est 150 l'échantillon, euros. d'accord, ok. Et puis, bah, ça finit à la poubelle. Mais Ah, d'accord. voilà, moi, enfin, voilà, sur un autre pays, des fois, tu as des anecdotes sur certaines notions de sauces qui peuvent prêter à confusion avec des noms de vin ou de champagne, etc. C'est carrément interdit. Enfin, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment partir de zéro Hmm. et, et faire preuve de beaucoup d'humilité pour pouvoir arriver sur un marché et dire: attends, ça ils veulent pas. Alors il y a des fois il y a des choses qui sont, c'est de l'abus manifeste, hein, tu vois. Ouais. Des fois c'est pourquoi vous appelez ça d'une telle manière alors que le pays d'à côté il l'appelle d'une certaine manière, d'une autre manière. Enfin je sais pas. Donc sur certains aspects, je te dis, tu fais profil bas et puis tu fais ce qu'on te dit de faire et puis On c'est peut se comme ça. faire. Si tu veux arriver en disant non 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 on fait pas ça parce qu'on le fait pas en France, c'est pas la peine Ouais. d'y aller. C'est pas la Ouais, peine. faut pas venir avec trop de genre d'être trop rigide quoi. Donc ça serait ton premier conseil que tu vois donner pour quelqu'un qui souhaite lancer un produit ou voilà ou créer une filiale de sa société, admettons qui est en France et qui veut s'installer au Moyen-Orient. Quel autre conseil donnerais-tu à ouais, un entrepreneur qui souhaiterait soit exporter ses produits, soit s'installer au Moyen-Orient? Au niveau business par rapport justement à la notion à la fois commerciale et les habitudes locales et voilà. Je te dis l'humilité parce que l'humilité te permet de vraiment d'essayer de comprendre Mhm, les attentes. Deuxièmement, c'est la patience. mhm. Il faut vraiment avoir une patience de fou pour pouvoir se lancer dans ces business-là. Et quand je dis patience, c'est pas une patience passive, c'est une patience où tu vas accepter les va-et-vient, les changements d'étiquette, les changements de machin. Tu as énormément de choses. Les tests qui vont pas déboucher, la première commande qui va faire un flop parce que derrière le client les a pas bien vendus ou les a pas mis en place comme toi tu le Préconisé. souhaiterais. Et le troisième, bah, c'est se déplacer. Ce qui est très souvent reproché aux sociétés françaises,
c'est de ne pas être suffisamment présente Sur sur place. Et moi, j'ai découvert, c'est tout bête, mais quand on te dit quelque chose et que tu le vois de tes propres yeux, ça n'a pas la même chose. Mais ça n'a pas le même, c'est pas la même chose et ça n'a pas le même effet. Et puis moi, sur un produit qui est le macaron sur le Qatar, j'ai compris qu'il y avait un marché à prendre quand je suis allé voir sur place et que j'ai discuté avec le client et qu'il me dit, bah voilà moi ce que je peux proposer et voilà nous la solution sur laquelle on a travaillé. Alors on a mis du temps, on a mis quasiment 1 an avant de développer le bon packaging. Le macaron en plus c'est un produit très fragile. Bah, c'est le petit coffret là que tu vois en format par 6. Qu'il faut pouvoir ensuite adapter sur le plan réglementaire, logistique, etc. Ça, donc on a mis beaucoup de temps, mais finalement on a répondu aux besoins du client et c'est ce qui nous avait permis de pouvoir démarrer le volant d'affaires avec le client. Donc c'est vraiment se déplacer et essayer de comprendre les marchés, qui sont les interlocuteurs, comment ça fonctionne, mais encore une fois de manière très intuitive. Parce que partir sur comme je t'ai dit au début, sur des études, etc., ça donne des éléments d'information, mais au final, il n'y a rien de mieux que le terrain. Et sur l'aspect réglementaire, des fois, on a des textes de loi qui nous disent vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et puis quand tu discutes avec ton transitaire qui lui est chargé de la mise sur le marché de ton produit, il te dit non, tu fais pas ça, tu fais ça. Et au début, tu te dis non, mais tu es sûr. Après, à un moment donné, tu fais profil bas, tu dis ok, c'est lui qui sait, donc moi je fais ce qu'il me dit. Puis derrière, il a l'habitude, il a les connaissances, et s'il le fait, c'est qu'il y a une raison pour ça. D'accord. Je crois que juste derrière, on a vu une bouteille Montibéret, c'est ça? Ouais. Tu peux nous la montrer un peu? Ouais, très joli en plus, hein, joli design. Elle est pas mal, et ça marche super bien là sur les Émirats, sur l'Arabie Saoudite. La gamme fonctionne très très bien. On fait le démarrage prochainement sur le Qatar. Après là, c'est la version plus festive, on va dire l'équivalent. Alors, j'ai pas le droit de le citer parce que ça n'est pas, mais la fameuse poisson champenoise qui pétille, tu vois. Ah oui. Le syndicat sur le dos. T'as quelques produits assez sympas. Ouais. Ah, c'est intéressant parce que je crois me souvenir qu'il y avait effectivement même un grand fabricant pour pas citer la marque, de bière pour le coup alcoolisée qui vient, je crois, plutôt de Strasbourg, et il y avait donc ça marchait bien. Je sais pas si c'est toujours le cas, ça marchait bien en tout cas aux Émirats, qui avait fait la version fruitée sans alcool, et ils étaient très présents notamment à Carrefour. Effectivement, tu as une tendance du sans-alcool qui est extrêmement lourde et profonde partout dans le monde, tu vois, pour plein de raisons. Chaque pays a carrément. Et pas que les pays musulmans, c'est ça. Justement, oui, tu serais surpris de voir en France le boom du sans-alcool. Si les mastodontes se mettent sur un marché, c'est que derrière, il y a, tu vois, elles ont un intérêt. Et puis, si tu cites les grands faiseurs de bière, les grands faiseurs d'alcool, s'ils se mettent à proposer des versions sans alcool, c'est que derrière, ils ont vu qu'il y avait un potentiel. Il y avait un potentiel, et puis tu as une baisse de la consommation chez certaines catégories d'âge et selon les. Et puis tu as aussi un enjeu de taxation. Je sais que par exemple sur Dubaï, les produits alcoolisés il y a 2 ans étaient taxés à 100%, donc ce qui fait que ça a rendu l'ivresse relativement chère, et puis voilà, ça en dissuade plus d'un, même si au final certaines personnes qui boivent veulent retrouver cette sensation en termes de goût, de saveur, mais clairement celui qui cherche l'alcool, s'il prend ce produit-là, il va sentir qu'il y a un manque. Donc c'est pas forcément c'est même pas du tout la cible, pour être très honnête. D'accord. C'est intéressant. Et pour revenir sur un point, à un moment, tu as dit, ça peut être aussi une autre difficulté, c'est de bien arriver à bien cibler qui sont les décideurs et qui ne le sont pas, même s'ils peuvent parfois avoir l'apparence. Je l'avais beaucoup entendu concernant lorsque les gens voulaient faire du business ou s'installer même dans le Maghreb. Et finalement, on le retrouve également peut-être dans le Middle East. Quelle est pour toi un peu les grandes différences, par exemple, entre faire du business avec le Maghreb et faire du business, par exemple, avec le Middle East? Est-ce que c'est similaire? Est-ce que tu vois vraiment une approche vraiment qui est complètement distincte?
ou il y a des points communs, ou c'est vraiment Je pense, très honnêtement, tu vois, j'ai pas encore suffisamment de recul pour pouvoir te dire c'est sur ces points-là que ça se différencie. tu vas pas avoir une grosse approche différente. Tu te dis pas quand tiens, là je vais au Maroc, je me rappelle, il faut plutôt faire attention à ci, il faut plutôt faire attention à ça, pas dire ça, pas partir sur telle approche, tel sujet, la façon de négocier, pas la présenter de cette façon. Tu te dis pas forcément ça. Tu restes toujours à peu près dans la même logique. Bah, tu sais, moi je pense qu'il y a un élément qui est fondamental, c'est le bon sens. Mhm. Et il y a des fois il faut être très observateur, faire preuve Mhm. de patience et voir ce que les gens font et pas forcément ce qu'ils disent. Mhm. Et ça nécessite du temps. Et puis en fonction de ça, tu peux te dire, bah, un tel, il m'a dit ça, est-ce que derrière ça a été suivi des faits? Des Mhm. faits, des FAITS et des faits, des apostrophes, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Mhm. Parce que je dis souvent que des annonces non suivies des faits ne sont que des effets d'annonce. Et en fait, tu arrives progressivement à savoir qui décide de quoi, sur quel périmètre tel ou tel acteur joue. Mais je pense pas que ce soit uniquement lié au contexte, si tu veux, de chaque pays. J'ai fait un peu de business en France, rentrer dans la grande distribution en France, des fois ça nous a pris un temps de fou, parce que tu as une espèce d'inertie, parce que tu as un process de décision qui est extrêmement long, parce que tu as une validation par tous les services informatiques, gestion, blablabla, du code barre, ça prend un temps de fou. Alors quand tu rajoutes à cette complexité-là, la complexité législative, logistique dont je te parlais, la compréhension aussi des termes. On parlait de langue tout à l'heure. Des fois, bon, je pense ne pas trop mal me débrouiller en anglais, mais des fois, un terme n'a pas forcément la même définition dans l'oreille de ton interlocuteur. Et Ouais. ça fait des fois des tours. Donc l'aspect culturel est aussi appréhendé. Moi, je dis vraiment, il faut arriver de manière vraiment très humble, vraiment très humble. Et puis tu regardes, tu observes. Faut pas être naïf non plus. Hein. C'est pour ça que je dis le bon sens, c'est ton meilleur allié. Mais je pense que c'est valable pour l'export comme dans tous les business à un moment Ouais. donné. D'accord. Tu sens le truc, si c'est sérieux ou si c'est pas sérieux. Bon, au début, tu rêves un petit peu, on te fait miroiter, je sais pas quoi, puis tu te rends compte qu'au bout de 6 mois, il se passe rien. Voilà. Après, des fois, il se passe rien parce que, c'est pas qu'il se passe rien, c'est que c'est une complexité telle pour enregistrer le produit, là, le petit béret sur Dubaï, ça a été la croix et la bannière, hein, pour plein Ouais. de raisons. Combattant. Ouais. Voilà, sur l'Arabie Plus que ailleurs, ou c'est ça à peu près? Est-ce qu'il y a des Saoudite, grosses différences d'un pays à un autre, ou on a galéré ouais. sur ce produit-là, on a galéré. Le Maroc, ça a été long. Mhm. Déjà, pour trouver le bon interlocuteur, le choix du partenaire est important, mais au début, tu ne le sais pas. Hein. Mhm. Tu essayes, ça marche, tu continues, ça marche pas, tu arrêtes. Et Mhm. franchement, Dieu merci, on a trouvé des bons partenaires sur le Maroc, sur Dubaï, sur l'Arabie C'est combien Saoudite. de temps à peu près? Combien de temps de délai, grosso modo? C'est pour avoir un ordre d'idée. On compte Franchement, en semaines, en mois? non, c'est un mois. C'est en mois. C'est un mois, ouais. D'accord. Alors, tu vois, par exemple, je propose de la charcuterie Ouais. halal, justement pour ces pays. Et ben, la question halal, c'est une question fondamentalement épineuse. Mhm. Parce que chaque pays a son. Tu vois, c'est quoi le halal? Bon, on va pas rentrer dans des débats théologiques parce que c'est pas le lieu. Et puis, on serait là encore pour 3 heures. Ouais. Mais voilà, tu as des pays qui ont des législations en termes de reconnaissance des labels halal qui sont plus ou moins strictes. Ouais. Pas les mêmes. Dubaï, ils ont leur organisme. Le Qatar a les siens. Le Koweït a les siens. Sur le papier, en plus, tu as les siens, mais tu as la réalité qui font que tu n'as pas tout à fait les siens. Après, tu as l'aspect aussi sanitaire, parce que je suis sur une gamme de produits. Un ami m'a dit, mais qu'est-ce que tu allais foutre dans les produits alimentaires? Avec les cosmétiques, enfin, et le nucléaire, je pense, c'est les trucs les plus C'est vrai que c'est compliqués. compliqué. C'est très compliqué. Mais en même temps, voilà, comme dit, je suis convaincant, je pense, quand je suis convaincu. Et puis moi, j'aime bien les bons produits. Et quand je les goûte et que j'adhère, c'est plus facile pour moi à vendre que si je devais vendre des matelas ou je sais pas quoi, Ouais. des logiciels informatiques. Je suis Ouais. pas du tout, tu vois. Mais Ouais. voilà, mais c'est pas le plus facile parce que tu as des contraintes sanitaires, réglementaires. Il faut vraiment montrer patte blanche sur beaucoup de pays et c'est Ouais, c'est extrêmement. vrai. Sur la viande, par exemple, j'ai mis, je sais pas moi, peut-être 12 mois à rentrer au Qatar, chez Ouais. Qatar. Tu vois. Ah, c'est énorme. Ah Sur ouais, l'Arabie c'est Saoudite, vraiment. le même produit, j'ai une commande, mais aujourd'hui on galère parce que sur l'aspect réglementaire, en Ouais. plus, c'est pas des environnements réglementaires qui sont figés, tu vois. Tu peux Mm. démarrer et puis au bout de 18 mois, on te dit bah, finalement, c'est plus tel organisme bio qui est reconnu, mais c'est un autre. Et puis là, tu pleures un bon coup, tu vois.
et après tu recommences. Ou sinon, on a eu aussi, quand tu me parlais d'anecdotes un petit peu, qui m'ont fait sourire, enfin qui m'ont fait pleurer plutôt, c'était l'histoire du boycott. On a été Ah, le impacté. boycott au Qatar. Ouais, enfin, pas qu'au Qatar, hein, sur tout le pays. Ah, c'était Voilà, ça a été un moment assez difficile. c'était en réponse avec les tensions qu'il y avait en France à ce moment-là, avec les déclarations de Macron, ainsi de suite. Et donc, du coup, là, c'était. Ah oui, c'est vrai que je viens de me souvenir que les produits français, c'était compliqué. Ouais. Très compliqué. C'était très Pendant ah ouais. plusieurs mois, je crois, Ouais. quasiment Ah ouais, un an. c'était compliqué. Non, un petit peu. Après, ça dépend Un peu moins. des pays, mais les choses sont apaisées. Bon, le Ouais. gros avantage des Ah boycotts, oui, c'est oui, que, bon, oui. voilà, la Ah, j'ai personne, oublié ça. Hein. la dame qui veut son sac Chanel, elle veut son sac Chanel. Donc pendant un moment, ça risque un petit peu d'avoir de l'attention, mais au bout d'un certain temps, tu vois, Ça se ça, calme. ça peut s'apaiser. Et puis il y a eu un gros travail en coulisses, hein, de tout ce qui est la De la diplomatie diplomatie, ouais. pour rabibocher un petit peu tout ça, pour dire Ouais. bon, on s'est mal Ouais. compris. Bon, Ouais. bref. C'est une autre strate, mais clairement, ça fait partie des choses. Sur un business plan, tu peux pas le mettre, tu peux pas te dire C'est vrai. dans C'est 3 vrai. heures, il va se passer, je sais pas quoi et tout. Et là, soit tu te dis, écoute, je pleure un bon coup, et puis demain, je repars au charbon où j'attends que ça. Mais il fallait quand même. Moi, j'ai mon client saoudien, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se passe, voilà, qu'est-ce qui est pour les musulmans? Est-ce que vous êtes safe? Est-ce que vous n'êtes pas en danger, etc. Je dis, non, non, ça va, quoi. Il n'y a pas d'hystérie à avoir, mais ça a été un coup, c'est quand même un tel coup difficile. Ouais, non, mais c'est vrai que bon, on va pas y revenir, mais c'est vrai que c'était assez maladroit à ce moment-là. Quelle a été ta plus grosse erreur? Vraiment le truc, plus grosse bêtise que tu te dis, putain, celle-là, je la retiens et je la referai plus. J'en ai fait tellement. Franchement, tu sais, moi j'aime beaucoup, on parlait un petit peu avant de l'après, j'aime beaucoup cette citation qu'on avait reprise à notre compte je crois que c'est Churchill qui disait la réussite c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre de son ambition. Et quelque part, en gros, c'était celle-là, des erreurs, on en a fait. Moi, j'en ai fait plein. C'était de penser. Déjà, c'était une méconnaissance de ces marchés. Enfin, c'était une connaissance extrêmement grossière que j'avais d'un certain nombre de marchés, pensant que tu pouvais arriver et vendre relativement cher des produits parce que tu te disais l'image de capital, les mecs ils sont blindés jusqu'à la moelle osseuse, ils vont acheter une brioche à 50 euros. J'exagère un petit peu, mais c'était celle-là. C'est Donc vrai, ça a c'est vrai. été, après, il y a eu des erreurs que j'ai faites en connaissance de cause parce que ça faisait partie de l'apprentissage. Tu sais, quand on parlait de business plan au début, tu as 150 000 manières de faire du développement à l'export. Et à un moment donné, tu choisis une voie et tu te dis, je vais essayer ça. Je sens que je vais me casser la gueule. Alors, jusqu'où je vais me casser la gueule, ça, le parachute, tu sais que tu l'ouvres qu'à un certain moment. Et puis, tu te relèves. Mais une grosse. Enfin, si je suis encore là, c'est que j'ai pas fait d'erreur fatale, en fait. J'ai envie de te dire. Tu vois ce que je veux dire? Non, encore heureux, encore heureux. Mais est-ce qu'il y a une grosse erreur, ouais, sur ton parcours où tu t'es dit, bon, c'est plus, c'est plus par rapport à ce que tu disais, peut-être c'est ton évaluation du marché, de leur potentiel, peut-être en tant que client, peut-être avoir sous-estimé peut-être les délais, peut-être. Ouais, non, ça au début, c'était la phase d'apprentissage. Moi, si tu Ouais, veux, c'est ça. je suis parti d'une feuille blanche, même si j'avais même si j'ai une formation en commerce international et que j'ai bourlingué dans les services à l'import principalement et à l'export. Enfin, l'import-export, ça ne veut rien dire, si tu veux. Et tu n'exportes pas des produits alimentaires sur le Moyen-Orient comme tu exportes des produits informatiques sur les États-Unis. C'est deux mondes. Mais on a tendance à mettre, il fait de l'import-export, tu vois, comme si c'était un truc un peu fourre-tout. Et puis d'ailleurs, il y a de la voiture qui et ça roule tout seul. C'était pas ça. C'était voilà une appréhension de la temporalité qui était pas suffisante, qui était pas suffisamment fine. Mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Après, on en a fait plein des erreurs. Enfin, je vais te dire. En fait, c'est intéressant parce que tu le vois, l'entrepreneur, quand tu lui parles des erreurs, en fait, il l'enregistre tellement, même pas comme une erreur, mais comme une leçon et qui fait partie de son parcours. C'est une Et étape. donc, c'est ça, c'est les étapes. Et donc, il n'est pas, comment dirais-je, crispé, j'ai plus le terme, paralysé par ouais, j'ai fait ça, ça y est, c'est le truc fatal, machin. Non, c'est ok, j'ai fait ça, je savais pas, j'ai appris, je continue, j'enchaîne et je rebondis et j'avance. Je pense que ton coup le plus, le coup vraiment le plus dur, ça a été le boycott, quoi. Je pense que c'était la période la plus difficile. Ça a été le Covid aussi, mais ça c'est. Ah oui, en plus, Tu vois, donc après le Covid, on a eu ça.
Après, tu as eu des coups de massue qui sont liés au commerce. Tu vois, tu fais confiance à quelqu'un, tu te dis on va faire ça. Et puis, pour plein de raisons, alors qui sont liées à son environnement à lui ou un environnement législatif qui change. Et puis, à la fin, le truc, il fonctionne. Alors, je ne sais pas dire si c'est une erreur. Est-ce que elle était anticipable? Est-ce que si tu peux pas l'anticiper, c'est une erreur ou est-ce que c'est une étape à franchir? Parce que comme l'idée, même quand moi je fais de l'accompagnement sur les boîtes que je porte avec moi à l'export, c'est de prendre des risques qui soient mesurés, si tu veux. Tu vois, on part pas, voilà, à un moment donné, on essaie de se dire, on va faire ça, on va budgéter tant, on va le faire sur 12, 24 ou 36 mois, mais c'est pas open bar et puis 10 000 euros par-ci, c'est pas la gabegie où on fait tout et n'importe quoi. On va pas avec le bus, arrive, il te dit, moi je te prends un conteneur, ah bah très bien, il y a là, t'as une bonne bouille, en plus je t'ai vu dans ton 4x4 en venant à Dubaï, donc c'est bon, je te fais globalement confiance. On a accès, voilà, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un paiement? Est-ce qu'on fait un paiement total avant expédition? Est-ce qu'on prend des garanties, des mesures bancaires, enfin des choses comme ça pour pouvoir lancer la chose? Voilà. Après, il y a une part de risque parce que si tu cherches à tout verrouiller, bah, tu fais plus rien. Ouais. D'ailleurs, quand tu as parlé de 4x4, c'est marrant parce que ça me faisait penser que c'est vrai que souvent on me disait les commerciaux aux Émirats et peut-être au Middle East, je sais pas si c'est un cliché ou pas, mais voilà, ils avaient tendance à me dire qu'il faut quand même envoyer, faut envoyer du bling bling quand même, tu vois, pour gagner en crédibilité. Ouais. Tu vois, je suis pas bling bling, moi tu vois vraiment pas. Ouais, je sais. Mais est-ce que tu penses que en tant que VRP, il faut la faire vraiment vachement, tu vois, être habillé par exemple, tu vois, vraiment tirer sur son 31 pour vraiment donner le côté Made in France à fond. Hein? Vu mes photos sur les salons, ouais, c'est plutôt, c'est plutôt simple, naturel. Voilà, franchement, moi je reste, tu sais, le bling bling, à un moment quand tu grattes les vernis derrière, tu as la sincérité et l'honnêteté. Et ça dure pas, tu vois, tu peux faire semblant. Absolument. Mais ça paye, cette stratégie, elle reste complètement valable au Middle East, ouais. Au Middle East. Bah, franchement, il faudrait poser la question à ceux qui non, mais je parle le fait de rester, non, mais le fait de rester naturel et tout ça, ça reste même au Middle East, ça reste une bonne stratégie. On n'est pas obligé, on peut faire du business sans faire de. Moi, je suis allé, j'ai fait des rendez-vous en jean basket avec un petit t-shirt blanc. C'est clair. Bon, on n'aime pas. Après, c'est basique, mais ça passe. Après, si c'était un événement plus, j'aurais fait en sorte de. Ouais, bien sûr. Globalement, sincèrement, quand tu te déplaces pas et quand tu es ici sur place et que tu cours pour aller faire en sorte que tes expéditions, c'est là où on t'attend à savoir si tu peux aller débloquer le conteneur qui est à Marseille, qui manque un certificat pour qu'il parte, ou est-ce que tu es passé à Roissy pour aller voir ta palette de charcuterie, pourquoi elle part pas. C'est là où on t'attend. Après ton bling bling, si tu te dis moi je vais pas mettre les mains dans le cambouis ou j'attends que voilà. Ça va pas. Ouais. Moi, j'y crois pas trop. Hein. Encore une fois, j'ai une déformation d'école du commerce qui reste quand même très ancrée en moi et qui fait que les apparences sont souvent trompeuses. Et puis, l'une des grosses stars, je pense, de notre société, mais c'est que tout le monde cherche des titres. Oui, tout à fait. Cherche à être manager de quelque chose, de machin, tout ce que tu veux. Et moi, j'ai eu avec un fournisseur une discussion un peu musclée dernièrement parce qu'il y a eu des boulettes qui ont été faites. Mais les titres, bon, ils ont des titres directeur machin. Et l'autre, il y en a, c'est responsable commercial. Je lui dis, mais ne sois pas responsable commercial, sois juste un commercial responsable, ce sera déjà pas mal, tu vois. Parce qu'il faut assumer sa responsabilité. C'est ça le final. Et d'assumer ses boulettes. Et essayer de trouver des solutions plus que des excuses. Des excuses, tu vois. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, tout à l'heure, tu as cité l'APRES, qui est l'association pour la promotion de la réussite scolaire. C'est là où on s'est rencontrés. C'était donc une association qui avait pour objectif, en fait, de réunir des personnes avec des parcours différents, que ce soit employés, entrepreneurs et autres, pour aller à la rencontre, en fait, des jeunes étudiants dans les collèges en général. Et on fait des petites interventions pour leur parler un petit peu qu'il fallait qu'ils croient aux études, qu'ils poursuivent, qu'ils soient ambitieux dans leur éducation et voilà, que ça leur permettrait effectivement ensuite d'avoir une carrière intéressante. Quels sont justement les 3 conseils que tu pourrais donner à des jeunes, non pas étudiants, mais plus pour ceux qui voudraient entreprendre? Jeune ou moins jeune, hein, jeune ou moins jeune, t'as raison. C'est vrai, jeune, parce que tu vois, on focalise souvent sur les jeunes,
la jeunesse, pour moi, c'est pas une question d'âge, c'est un état d'esprit. Et bon, après, tu sais très bien, bon, on va pas rentrer dans le domaine politique, mais souvent dans les quartiers, on est jeune jusqu'à 50 ans, une espèce de discours infantilisant où les jeunes des quartiers, tu vois, je vais arriver, on va me dire, t'es un jeune entrepreneur. Bon, ça me va, hein, ça veut dire que mon anti-rides, il fonctionne bien et tout, et que C'est ça. mais sérieusement, ce sont des choses qui, en termes de communication, font beaucoup de mal parce que c'est toujours très infantilisant, paternaliste, Exactement. etc. Ouais, t'as raison. Et si j'ai des conseils à donner, mais c'est de se construire une personnalité forte, tu vois. Très honnêtement, tu parlais tout à l'heure du bling bling. Moi, je pense que sur des discussions qu'on a pu avoir avec des clients, la phase de négociation sur le produit, elle arrive en bout de course. Si tu veux, on a eu un échange de 2 heures autour d'un repas où on a parlé de beaucoup de choses. Alors, il y a certains sujets qu'il ne faut pas aborder, la politique, la religion, enfin, un certain nombre de choses, tu vois. Mais globalement, si tu as un petit peu de bouteille, sans alcool, enfin, ce qui me concerne, si tu as un petit peu de bouteille et que tu peux arriver à avoir de la discussion, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour Sur créer du un long terme, ça crée de des relations. et ça passe par de la lecture, tu vois. Donc, si j'ai un conseil, premièrement, c'est la lecture. Et c'est franchement, tu vois, peut-être tous les faux semblants. Tout à l'heure, je te parlais des titres. Des fois, j'ai envie de le dire, mais enfin, oublier les titres pour essayer de devenir vraiment des gens, des quelqu'un. Tu vois ce que je veux te dire? On s'en fout que tu sois directeur commercial, même commerçant, épicier sur ta carte de visite, on s'en fout. Derrière, ce qui compte, c'est la finalité et comment tu le fais. Et c'est de refuser les étiquettes. Tu vois, déjà, quand on commence à te dire jeune, français, origine, issue de, ben, je veux dire, t'es parti avec un lest, c'est plus ta montgolfière, elle peut, tu vois, il faut un petit peu délester. Et oui, il y a une journaliste dans notre activité qui m'avait demandé de quelle origine j'étais. J'aime pas, enfin, c'est pas que j'aime pas cette question, tout dépend encore une fois qui la pose et pourquoi il la pose et comment il la pose. Elle me dit, vous êtes de quelle origine? Ben, je lui dis, ben, je suis comme mes fromages. Je suis d'origine, je suis une appellation d'origine un peu trop contrôlée. Tu vois. Pas mal celle-là. Il me dit, il faudrait un petit peu qu'on passe des AOC à des AOP, à des appellations d'origine un peu plus protégées. Ce serait déjà pas mal, tu vois. Voilà, tu essaies de déconstruire un Bien petit peu vu. les choses par l'humour, mais toutes ces questions, tu vois, d'actualité communautariste, français, aussi d'origine, ça pollue, mais ce sont des choses qui sont extrêmement fortes et qui ancrent l'état d'esprit de nos plus jeunes, et moins jeunes, hein, très honnêtement, et des moins jeunes. Et malheureusement, hein, c'est un pouvoir incapacitant qui est extraordinaire. Et le but de l'après, notamment, c'était d'arriver et de déconstruire tous ces préjugés, toutes ces idées reçues qui sont quand tu arrives à dépasser ça, tu vois, tu as une espèce de force galvanisatrice qui te dit il n'y a pas de limite, entre guillemets, tu vois. Et c'est d'essayer d'apporter un menu qui soit un petit peu plus appétissant que le chicken chica ou que le burger. Enfin, j'ai rien contre, mais si tu donnes pas à des enfants un menu ou à des personnes qui n'ont pas accès à ces éléments-là d'information, des menus qui sont un peu plus valorisants, on peut pas s'étonner qu'ils s'intéressent systématiquement aux choses de tout. Et après, Donc, autrement dit, de la culture, de la personnalité, s'ouvrir vers le monde extérieur et être déterminé, quoi. Ouais, franchement, ouais. Vraiment être déterminé et vraiment croire en sa bonne étoile, tu vois. Mais pas de manière passive, tu vois. Euh, c'est dire, moi, tu sais, les gens me disent, oui, tu as de la chance. Franchement, oui, je me sens privilégié pour un tas de raisons. Je suis dans un pays qui est globalement sécurisé. Je suis en bonne santé, grâce à Dieu, tout va globalement bien. Mais si tu veux, avant d'en arriver là, j'ai charbonné dur. Si tu veux, j'ai eu de l'aide, hein. J'ai sollicité des gens qui m'ont ouvert des portes, hein, tu vois. Donc mais je dis souvent, quand on dit Messi, il a de la chance ou n'importe quel joueur de foot parce qu'il a marqué, mais avant de marquer, il s'entraînait dur pour pouvoir être sur la feuille de match, pour pouvoir ensuite, il a fait en sorte d'arriver dans la surface de réparation, donc il a fait l'effort d'avancer, puis il a tiré au but en essayant de faire preuve de, et c'est qu'à ce moment-là qu'il a fait toutes ces étapes-là qu'il a de la chance. Mais tu peux pas arriver en restant sur ton canapé et dire oui, c'est la chance et la chance sourit aux audacieux. Tout à fait. Ouais, bah écoute, super, super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à France Originelle? Franchement, quels sont les objectifs là? De poursuivre son petit bonhomme de chemin. J'ai pas d'objectif tu vois, de croissance ou de pays, parce que je serais incapable de les tenir et de respecter.
Et voilà. Et ce que je sais, c'est que quand tu es sérieux et vraiment obstiné dans la durée, j'ai la conviction que ça paye. C'est une question de temps et d'humilité. Après, le reste, je vais pas. C'est pas des phrases de Père Fouras que je suis en train de te sortir. Tu me demandes un retour d'expérience, un Tu t'es vécu. pas dit, par exemple, là pour le moment, tu t'es pas dit, tiens, je voudrais racheter d'autres pays sur la carte ou d'autres produits. Enfin, là, c'est poursuivre déjà ce que tu as mis en place. Ouais, alors, si tu veux, l'activité de France Originale, rapidos, avant de passer à la phase commerce pur, il y a toute la phase comment on internationalise une boîte. Alors surtout pour les petites structures, hein, ou comment on fait en sorte de ce que j'appelle l'exportabilité de la gamme. Est-ce que tel et tel produit peuvent être exportés sur un pays? Donc si tu veux, en amont, là je travaille avec des marques sur lesquelles je n'ai pratiquement pas communiqué parce qu'on est déjà dans cette phase du projet à l'export en fin 2000. Alors avec le Covid, ça a retardé fin 2021, fin 2022, pour être prêt sur tous les maillons de la chaîne et pour pouvoir ensuite dégainer la casquette du commerçant et aller présenter le produit. Donc l'idée pour moi, c'est de perdurer déjà dans les pays dans lesquels on est implanté, d'avoir un maximum de produits dans les pays. Après, travailler sur d'autres pays, si j'ai des opportunités, oui, mais c'est vraiment chronophage. Et c'est un travail vraiment, je fais du sur-mesure sur le couple produit-pays. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail réglementaire, de va-et-vient, etc. Et je peux t'assurer, j'ai mis, sur la Jordanie, j'ai mis 12 mois à obtenir le feu vert pour mes macarons. Ah oui, Par d'accord. exemple, 12 mois. Oh. Là, tu as ouvert la Jordanie, d'accord. Deux fois, 12, mais je te montre les échanges de mails à n'en plus finir. Puis le Covid est arrivé à ce moment-là et on n'a jamais rien vendu. Ah ouais, d'accord. Ouais. Effectivement. Effectivement, il vaut mieux avoir les reins solides. Hein. Les reins solides, et puis encore une fois, la patience. Et la patience. La patience. Bah écoute, tu m'as donné je vais être obligé tu vois, sinon, mais je pourrais en parler. Moi, je peux parler pendant des heures, surtout que c'est un sujet qui me passionne. Mais voilà, si j'avais un conseil à donner pour les boîtes qui veulent se lancer sur l'export, allez-y, il y a des trucs à faire de manière intelligente. Par contre, si vous voulez, voilà, pareil, j'ai des boîtes qui me contactent, me disent on a démarré il y a 3 mois en France, on va aller à l'export. Calme-toi, tu vois, fais déjà ton beurre, ton trou en France, engrange de l'expérience, etc. Vois comment ton produit est accepté. Après, éventuellement, dans un second temps, voilà, sauf si tu as l'air insolide et que tu dis je suis prêt à payer 50 000 euros sur 3 ans pour un développement à l'export, on peut discuter. Mais non, tu en as qui pensent que moi je suis magicien, que tu vas filer le truc à Mustapha et puis là, allez, ch'ting, Aladdin, tu frottes et puis d'ailleurs, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ouais. Donc, il faut un minimum de capital et d'expérience. Surtout, admettons, toi, je pense que ça a bien marché parce qu'il y avait déjà, en fait, tu fais l'intermédiaire. C'est-à-dire que tu as un producteur qui ne dépend pas finalement de ce chiffre d'affaires au Middle East. C'est-à-dire qu'il fait déjà son chiffre d'affaires, il connaît son marché, il a son propre réseau. Et donc là, toi, tu viens et tu lui apportes finalement un chiffre d'affaires supplémentaire. Donc lui, là, dans cette configuration-là, ça reste déjà un peu plus simple. Je pense que celui qui à peine commence et veut tout de suite partir à l'export, c'est déjà beaucoup plus risqué. Alors, même si tu as les fonds, parce que je sais aussi que si tu n'as pas d'implication du patron ou que tu vois quelqu'un qui a le pouvoir de prendre des décisions, ça marche pas parce que je vais faire chier la qualité, je vais faire chier tout le monde avec plein de demandes. Et si il n'y a pas de répondant en face ou une oreille attentive qui comprenne que derrière sans ça, on n'y arrivera pas, moi, je peux pas fonctionner. Donc, il y a la question des finances qui est aussi importante, mais c'est pas, si tu veux, on peut aussi, et ça fait partie de mon travail, c'est d'essayer d'aller trouver des financements justement pour faire en sorte d'amoindrir la facture sur le long terme et qu'en cas d'échec, surtout, c'est ce qui est très important aussi pour moi, c'est qu'en cas d'échec, que la boîte, elle se retrouve pas à mettre la clé sous la porte. Tu vois. Ouais. D'accord. Vraiment, on est sur une vision long terme, pérenne, sécurisée. On essaye de prendre des risques qui soient le plus mesurés possible. Et puis là, j'apporte aussi ma connaissance de l'écosystème à l'international, toujours depuis la France. Hein. Moi, je fais pas des produits espagnols, machin, etc. Parce que je ne sais pas faire, si tu veux. Et pour dire, voilà, le projet à l'export, il s'inscrit dans la durée. On prend en compte un certain nombre d'éléments de départ depuis la France. On valide les 3 L dont je t'ai parlé. Et ensuite, on essaye de percer sur 1 ou 2 marchés. Voilà, et on y va tranquille. Autrement, je ne sais pas faire. Ouais.
D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Mustapha pour ton temps, pour ton humilité, ton modestie. Franchement, c'était passionnant. Eh ben, écoute, avec plaisir. Et puis, bah, j'espère qu'on se reverra très prochainement lors d'une prochaine Ouais. venue sur Paris ou à Ouais. Dubaï. Ouais. On se prendra un Ou petit en café. Turquie là maintenant, je suis actuellement en Oui, Turquie. oui, Si, oui,